L'armée américaine a atteint son objectif annuel de recrutement 5 mois avant la fin de l'exercice financier. C'est la première fois en 10 ans. C'est la première fois depuis que les bureaux de recrutement ont commencé à convaincre les jeunes sur TikTok que l'armée, c'est une affaire d'identité de genre. L'armée, c'est une affaire d'identité de genre. En même temps, regardez les pages principales de Walmart, d'Arquette, Anheuser-Busch, John Deere, Harley-Davidson, Disney, Bright Bannery. Ils ont disparu. La Pride, c'est être fier du fait que, disons-le ainsi, j'ai des relations sexuelles non traditionnelles. Ou je suis fier de détester mon propre corps, et ainsi de suite. Ils ont disparu discrètement, sans communiqué de presse. Sans excuse publique, tu regardes et ils ne sont plus là. Ce ne sont pas des faits isolés, c'est un seul et même processus. Aujourd'hui, je veux vous montrer pourquoi ce processus est sans doute l'événement le plus important arrivé à l'Amérique en 70 ans. Et pourquoi ce qui va se passer en novembre décidera si ce tournant va s'arrêter, ou s'il sera poussé jusqu'au bout. Commençons par les faits. Des faits incontestables, sous Biden, l'armée n'a pas atteint ses objectifs de recrutement 3 années de suite, selon un document officiel. En 2022, ils ont manqué 15 000 recrues. En 2023, je crois que c'était 10 000. En 2024, ils ont même abaissé le seuil pour les personnes qu'ils recrutent. Donc ils ont commencé à recruter des personnes que jamais auparavant on n'aurait prises dans l'armée. Et malgré ça, ils n'ont pas atteint les objectifs. Par exemple, des gens qui ont consommé de la drogue pendant un certain temps. Ceux qui avaient des problèmes physiques, n'est-ce pas? Et ils ont à peine réussi. Les Marines tenaient bon, c'est vrai. Voilà. La flotte, les forces aériennes dans l'armée elle-même, c'était échec sur échec. C'est-à-dire que les généraux de Biden allaient au Congrès. Les généraux, excusez-moi l'expression, expliquaient que c'était une question de démographie. Faible chômage. Changement des priorités de la génération Z. Bref, tout sauf la vraie raison. Bien sûr, n'est-ce pas? Parce que sous serment, nous disons tout sauf la vérité. La vraie raison est simple. Simple. Un jeune gars de Alabama, Ohio, Idaho, Kentucky. Oui, celui dont toute la famille a servi. Et toute la famille a servi. Il ouvrait une vidéo de recrutement. Essaie de dire ces mots. Et il ne s'y voyait pas, il voyait un homme en robe, une conférence sur certains privilèges des Blancs. Et lui, il ne savait même pas qu'il avait ces privilèges. L'exigence d'appeler un collègue par 3 pronoms différents pendant un seul jogging matinal. Et il fermait son ordinateur portable. Et il partait travailler comme soudeur, routier dans le secteur pétrolier. L'armée ne voulait pas de lui tel qu'il était. Et il lui rendait l'appareil. Maintenant, à 5 mois de la fin de l'année, le plan est accompli. Qu'est-ce qui a changé? La démographie? Non. Le chômage? Non. C'est l'atmosphère qui a changé. Le signal envoyé par le pays a changé. Et le gars de l'Alabama ouvre à nouveau cette même application. Et qu'est-ce qu'il y voit? Eh bien, il s'y voit lui-même. Et il comprend qu'il est tout à fait d'accord avec ce qu'on lui dit là. Et il y va. En parallèle, les entreprises. Donc, Bud Light. Eh bien, c'est de la bière, non? En 2023, ils ont perdu environ 1,5 milliard de capitalisation. Les millions, ils ne les ont même pas remarqués. La capitalisation, c'est la valeur. La valeur de l'entreprise. À cause d'une seule campagne publicitaire. Je vais expliquer maintenant. Target, la même année, a perdu 15 milliards. Disney a échoué au box-office 3 années de suite. C'est-à-dire qu'ils faisaient des films et n'atteignaient pas les résultats. Ils n'arrivaient pas à gagner de l'argent. Le cinéma ne pouvait pas rapporter. Disney ne récupérait même pas ce qu'ils avaient investi. Et voilà que Walmart arrête complètement toutes ces bêtises. John Deere arrête. Harley-Davidson, d'accord? Des questions de genre sur les motos. Usines de tracteurs, Ford, Boeing, la liste est plus longue que ce que ce clip peut contenir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, je vais expliquer. Ils perdaient de la capitalisation à cause de leur campagne publicitaire. Dans leurs pubs, ils mettaient des femmes déguisées en hommes, des hommes avec du rouge à lèvres. Et bien des créatures qui racontaient à quel point elles aiment boire de la bière en bande. Et les gens regardaient ça et disaient « Si eux aiment ça, moi je ne vais pas en boire ». Comme ceux-là aiment aller chez Target. Qu'est-ce que les gens faisaient? Ils y vont? Conduire des enfants? Eh bien, probablement ceux des autres. Parce qu'en règle générale, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants à eux. À Disney, les gens disaient « ils vont à Disney ». Je n'y mettrai jamais les pieds. En voyant ça, les gens normaux arrêtaient de boire la bière Budweiser. Ils arrêtaient, Budweiser.
Ils arrêtaient en d'aller comme ça, quelque part, n'importe où. Ils arrêtaient en emmener leurs enfants là où on leur montrait quelque chose de répugnant. C'est complètement à l'opposé de leur vision de la vie, de ce qui est bien, de ce qui est mal. Vous pensez, pourquoi ils ont discrètement écarté de ces entreprises tous ces hommes déguisés, aux lèvres maquillées et aux longs doigts manucurés? Ce n'est pas parce qu'ils ont soudainement ouvert les yeux. Ils ont toujours été lucides. Messieurs, ce sont des cyniques. Ils ne se sont pas dit « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Comment ai-je pu montrer ça à mes fils ?» Rien de tout cela. C'est plus simple, ils ont compté l'argent. Ils ont fermé boutique parce qu'ils savent compter l'argent. Et dans leur tableau, soudain un chiffre est apparu qu'ils s'efforçaient soigneusement d'ignorer parce que ça venait de la Maison Blanche. Le vrai client, ce n'est pas celui qui change de genre, mais celui qui travaille de ses mains. Oui, il va à l'église le dimanche. D'ailleurs, il considère sa mère comme une femme et son père comme un homme. Essaye de dire ça, 3 ans plus tôt. Hein? Et il ne veut pas qu'on mente à son enfant à ce sujet. Il ne veut pas que son enfant pense que papa peut aussi accoucher. Il ne voulait tout simplement pas. Ha! Caravelle s'est retourné. Ce n'est pas un slogan. C'est de la comptabilité. Dieu merci, la comptabilité leur a remis les idées en place. Pour comprendre à quel point c'est important. Il faut se rappeler dans quelles eaux nous nagions. Ni 3 ans, ni 5. Messieurs, ça fait 15 ans depuis l'arrivée d'Obama. Oui. Déjà plus de 15 ans, et les 5 dernières années ont été particulièrement intenses. Membre de la Cour suprême des États-Unis, que j'adore, la bien-aimée Ketanji Brown Jackson. Je suis tout simplement en extase quand je la vois. Chaque fois qu'elle ouvre la bouche, je ressens une véritable explosion de bonheur. En 2022, lors de l'audition pour sa confirmation, sous serment devant la commission judiciaire du Sénat, donc Marsha Blackburn, l'une de mes sénatrices présidentes préférées, que j'aime beaucoup, lui pose une question qui semble simple. Pourriez-vous me dire ce qu'est une femme et en quoi elle diffère d'un homme? Voilà, pourriez-vous donner une définition? En un mot, quelque chose comme ça. Et la future juge de la plus haute cour du pays répond « Je ne suis pas biologiste ». Elle n'est pas biologiste. Selon elle, pour savoir ce qu'est une femme, il faut un diplôme de biologie. 6 mois plus tard, cette même Ketanji prend la parole lors d'un forum féminin. Un forum féminin. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils ont déterminé qui sont les femmes. Et elle dit littéralement à la tribune, je vais la citer maintenant. Je suis fière d'être la première femme noire. Je ne suis pas biologiste. Je suis une femme inspirante à la Cour suprême. Et comment s'appelait cet événement où elle a pris la parole? Il s'appelait « Le pouvoir des femmes ». Et ensuite, celui-ci ajoute « Nous allons nous battre pour nos droits. Nos droits, ce sont les droits des femmes. » Donc, une seconde. Mais elle ne sait même pas ce qu'est une femme, elle ne sait pas en quoi elle diffère d'un homme. Elle est censée défendre, mais alors contre qui va-t-elle se battre? Pour qui? Quand ça l'arrange, elle sait très bien qu'elle est une femme. Quand ça ne l'arrange pas, soudainement, elle n'a soudain plus de diplôme de biologie. Ou alors elle l'a obtenu en vitesse. Mais ce n'est pas le plus important. Bon, passe encore pour elle. Les sénateurs démocrates votent pour elle, et elle juge maintenant des affaires où cette question et d'autres similaires sont cruciales. Des millions de choses dépendent de la réponse à la question de savoir qui est une femme et qui est un homme. Des filles dans les vestiaires scolaires, dans les équipes sportives féminines, dans les prisons pour femmes, dans les refuges pour femmes. Ça, messieurs, ce n'était pas un lapsus de sa part, n'est-ce pas? C'était le symbole de tout le système. Nous luttons pour les droits des femmes. Mais qui sont les femmes? Je ne sais pas. Un enfant de 9 ans. La mère l'emmène chez le psychologue scolaire. Le garçon est timide, triste, différent. Moi aussi, honnêtement, je n'étais pas comme tout le monde. Peut-être que le psychologue explique à la mère que l'enfant souffre peut-être de dysphorie de genre. Je n'arrive même pas à prononcer ce mot. Et qu'il faut commencer par des médicaments soi-disant réversibles, entre de très gros guillemets, bien sûr, n'est-ce pas, des médicaments qui arrêtent la puberté. Ils arrêtent la puberté chez un garçon de 9 ans. Oh, quel bonheur, vraiment. Nous avons vécu dans cette Amérique-là. Pas dans celle vers laquelle nous allions, mais bien dans celle-ci. Alors, c'est comme ça qu'ils s'appellent? Des bloqueurs de puberté. Qu'est-ce que c'est? Des bloqueurs de puberté à partir de 9 ans. Pour que ce soit plus facile pour l'enfant de faire la transition ensuite. Et on ajoute,
Si bien sûr il le souhaite, bon sang. C'est bien que cette maman soit présente. Dans de nombreux États, ils interdisaient ensuite d'informer les parents sur ce qu'ils administraient de propre déjà. Ces médicaments sont donnés aux enfants, sans les parents, sans rien, sans aucune information. À des enfants de 9, 10, 12 ans, ils donnèrent des médicaments qui, selon des études menées pendant 10 ans en Suède, en Finlande, en Angleterre, aux Pays-Bas, ont été étudiés et il a été découvert que ces bloqueurs sont plus souvent irréversibles que réversibles, qu'ils endommagent les os, qu'ils modifient le cerveau, que 80 enfants, si on les laisse tranquilles et simplement les aimer, dépassent cette phase. Parce que c'est une phase, ils la dépassent, tout simplement. Ces pays-là dont j'ai parlé, où les recherches ont été menées, ce sont des pays européens socialistes. Plutôt socialistes, bien sûr, je veux que vous le compreniez. Ils ont renoncé aux bloqueurs pour enfants. Les bloqueurs, les inhibiteurs... excusez-moi. Mais en Californie, à New York et en Oregon, il existe une loi selon laquelle, si vous êtes père et que vous vous opposez aux bloqueurs ou aux inhibiteurs pour votre enfant de 9 ans, on pourrait vous retirer votre enfant. À vous. L'État prend votre propre enfant, celui que vous avez mis au monde, parce que l'État sait mieux que vous. Continuons. Les petites entreprises. Là-bas, dans un cas réel, Jack Phillips, boulanger, dans l'État du Colorado, un homme simple. Un couple homosexuel vient le voir et commande un gâteau de mariage. Il dit « Je serais ravi de le préparer » ou de vous vendre un gâteau déjà existant. Mais moi, je ne peux pas écrire dessus des mots que, personnellement, je devrais inscrire, qui vont à l'encontre de ma foi. Peut-être que vous pouvez commander chez des voisins qui le feront sans problème, ou bien je vous prépare le gâteau, vous allez chez eux et ils écriront ce que vous voulez. Il n'a pas refusé les clients. Il a juste refusé d'écrire certains mots. Eh bien, Vassia plus Sacha égale amour pour la vie ou quelque chose comme ça. Voilà, il a été jugé pour ça. Il a été jugé pendant 10 ans. 10 ans de procès ont épuisé cette personne devant les tribunaux. Il a fermé sa boulangerie et perdu beaucoup d'argent et y a laissé ses nerfs. J'ignore s'il l'a rouverte. Laurie Smith, conceptrice web. La même histoire. Et encore 10 ans de procès. Ensuite, comment ça s'appelait déjà? Les testeurs de l'ADA. Voilà. Ce n'est pas une invention, là. C'est l'industrie du procès. Une personne en fauteuil roulant, enfin un handicapé, n'est-ce pas? Il va exprès dans une petite entreprise. Là où il a repéré. Dans un café, là-bas, dans le désert, dans une petite boutique, dans l'Idaho. Un garage dans le Montana. Et il découvre que la rampe n'est pas conforme aux normes pour handicapés, il manque 1,5 cm. Que les toilettes sont 10 cm plus étroites que la norme. Il arrive là-bas et commence à tout mesurer. Il apporte tout avec lui. Donc il mesure, il prend des mesures, il prend des photos, et ainsi de suite. Et ensuite il porte plainte. Des centaines de procès comme ça. Et les scènes sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes avocats. Des millions de dollars d'amende, des entreprises ferment, la ville perd des emplois. Et le plaignant continue son chemin. Il se moque complètement des militaires. Le major des Marines déclare en réunion que les hommes et les femmes sont biologiquement différents. Il l'explique aux soldats comme s'ils ne le savaient pas. Une enquête est en cours. Rétrogradation et fin de carrière. Aumônier. La BBC cite la Bible à propos du mariage. Sanction disciplinaire. Pour avoir cité la Bible. Je me demande s'il avait cité le Coran, que se serait-il passé? Rien. Parce que là, ça aurait été de l'islamophobie. Ou de la musulmanophobie, non. Je ne vous rappelle pas ça pour vous donner mal à la tête. Je vous le rappelle pour que vous mesuriez l'ampleur du changement de cap. D'où vient le navire? Quelle distance il lui reste encore à parcourir? Je parle souvent sur cette chaîne de 3 penseurs. Aujourd'hui, nous avons besoin des 3. Pour bien comprendre ce que nous vivons actuellement. Hillel, donc mon philosophe juif préféré, il y a 2000 ans. Règle, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas pour toi. Le reste n'est que commentaire. Retiens ces mots, pas les commentaires. N'oblige pas, n'enseigne pas, ne fais pas. Jésus-Christ a ensuite dit dans le Sermon sur la montagne, fais-le. J'aime davantage la version qui a été dite 100, 110 ans plus tôt, avant lui, avant Jésus, par Hillel. Et je préfère cette variante. Ne fais pas. Toute la dernière époque a été construite sur le contraire, sur le fait de forcer. Forcer le boulanger à écrire. Tu ne forces pas, tu te laisses te forcer, alors on te jugera. Forcer le père à accepter. Ah, tu n'acceptes pas, on va t'enlever ton enfant. Forcer le soldat à appeler son camarade autrement. Ah, tu n'acceptes pas,
Alors on ne te donnera ni carrière, ni promotion, ni ceci, ni cela. Forcer une entreprise à afficher un drapeau. Forcer un enfant à accepter ce qu'il ne comprend pas. C'est l'inversion de Hillel. C'est sa règle lue exactement à l'envers. Maintenant, Berdyaev. J'aime sa philosophie de l'inégalité. 1918 d'ailleurs, c'est l'année. Réfléchissez-y. Cela a été écrit au cœur même du cauchemar qui se déroulait alors. Il y explique une chose simple. L'égalité, encore une fois, il faisait cela en 1918. L'égalité imposée d'en haut se transforme toujours en tyrannie. C'est-à-dire qu'il a prédit Lénine après la NEP, Staline, et tout ce qui ressemble à la réquisition des vivres et tout le reste. Parce que les gens ne sont pas inégaux, ils sont différents. Et quand vous essayez d'effacer cette diversité, de l'égaliser non pas par le droit mais par décret, en d'autres termes, c'est un coup de masse. Un décret, c'est un coup de masse. Vous devez briser quelqu'un. Et il faut briser quelqu'un chaque jour, et de plus en plus fort. Berdyaev voyait cela chez les bolcheviks. Nous l'avons vu aussi en Amérique. Presque hier. Et voici le dernier de mes favoris pour aujourd'hui, même s'il y en a beaucoup d'autres. Je ne vais pas vous fatiguer davantage. Galambou donc, Volitional Science, propriété primaire, propriété originelle, c'est votre vie, votre corps, vos pensées, vos convictions. C'est bien ça, non? Eh bien, ensuite viennent les produits. On peut dire qu'ils sont déjà secondaires, non? Je ne l'exprime pas comme lui. J'essaie d'expliquer scientifiquement. Oui, les produits de votre pensée. Qu'est-ce qu'un produit de votre pensée? Vous avez inventé un scénario, imaginé comment construire un pont. Là-bas, vous avez fait un calcul de quelque chose, et en lien avec cela, vous avez créé une sorte de base immatérielle de quelque chose, n'est-ce pas? D'ailleurs, on peut même recevoir une rémunération pour cela. Un brevet, n'est-ce pas? Vous avez reçu un paiement, ou vous recevez constamment un paiement. Donc cela signifie que le deuxième, c'est le produit de votre pensée. Le troisième, ce sont les biens matériels. Quand l'État, une entreprise ou la foule vous oblige à prononcer des mots auxquels vous ne croyez pas, c'est une atteinte à la propriété primaire. C'est l'atteinte la plus profonde qu'un impôt, plus profonde que l'expropriation des biens, l'expropriation des expropriateurs. Oui, qu'est-ce que cela signifiait? En quatrième, en troisième, on répétait cela. Au diable si quelqu'un sait, est-ce que c'est normal de voler un voleur? À mon avis, voler n'est jamais vraiment normal. Parce que, voyez-vous, on vous prend quelque chose. On vous arrache à vous-même. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Toute l'époque dont nous sortons, Dieu merci, était, pour résumer en une phrase, une atteinte à la propriété primaire de millions d'Américains. Militaires, d'entreprises, scolaires, familiales, parentales. Eh bien, tout simplement humaines. Lorsque le navire commence à revenir vers la normale, c'est dans le langage de Galambas, la restauration de la propriété primaire. Dans la langue de Berdyaev, c'est le recul de l'égalité artificielle devant la diversité organique. Encore une fois, donc, ce recul, je veux dire, c'est celui de l'égalité créée artificiellement. Face à ce qui est organique pour l'homme, la diversité. La diversité, je veux dire, comme ils essaient de nous la vendre, la diversité. Nous sommes nés différents, nous avons des expériences différentes. Nous avions des désirs différents, l'un faisait ceci, l'autre cela. Nous sommes différents. Et dans la langue de Hillel, il y a 2100 ans déjà, il disait « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même ». N'est-ce pas? Ce n'est pas une revanche conservatrice, ce tournant. C'est une transformation de la norme. Avant de passer à la partie la plus inquiétante, si cette chaîne vous aide à reconstituer un tableau d'ensemble qu'aujourd'hui, franchement, je n'ai vu nulle part présenté dans sa totalité, n'est-ce pas? Abonnez-vous, c'est gratuit, ça prend 3 secondes. Et c'est la seule chose qui dit à l'algorithme « Montrez cette information, montrez-la à plus de monde ». Oui, le mardi et le vendredi, sur ma chaîne, La Feuille de route vers la liberté publie 2 analyses. Là-bas, j'examine en profondeur les racines que nous ne faisons qu'effleurer aujourd'hui. Vous voulez voir comment fonctionne exactement la conception de la propriété primaire selon Galambus sur des cas concrets? Rendez-vous là-bas. Le lien sera dans la description. Voilà, on continue. Le plus désagréable, c'est ce qui explique pourquoi l'échéance de novembre n'est pas simplement une élection de plus, mais un moment décisif. Depuis 2 ans, aux États-Unis, on découvre des faits que l'on soupçonnait depuis longtemps, mais qu'on ne pouvait pas prouver avec des chiffres. Que le chaos dans les rues en 2020, en 2023, celui de 2024 n'était pas spontané et n'était pas la colère du peuple, mais une opération financée. J'en parle avec assez de prudence, car il y a beaucoup de bruit autour de ce sujet. Mais certaines choses ne sont plus du tout du bruit.
Ce sont des documents de procédure judiciaire, des relevés bancaires, des déclarations fiscales de certaines organisations à but non lucratif, des correspondances saisies par le FBI lors de perquisitions et maintenant, après le changement d'administration, des enquêtes déclassifiées. Premièrement, les coordinateurs. Ceux qui organisaient les protestations spontanées sur le terrain recevaient de 100 à 150 000 $ par an via une chaîne de sponsors fiscaux. C'est un instrument juridique aux États-Unis. Lorsqu'une, disons, organisation à but non lucratif, 501C, 501C, 3 collecte. C'est juste la façon dont c'est enregistré, ces chiffres et ces lettres, c'est comme c'est noté au fisc que vous êtes une organisation à but non lucratif d'un certain type. Comment collecte-t-elle l'argent? Elle le transmet? Elle transmet en fait à des bénéficiaires pratiquement anonymes. Eh bien, parmi les plus connus, il y a Tides Foundation, Arabella Advisors et une douzaine d'autres. La subvention vise l'éducation civique, mais finance en réalité le salaire de l'organisateur des cortèges et des affrontements. De plus, il ne s'agit pas de camps d'entraînement. Oui, ce ne sont pas de simples camps d'entraînement, mais de vrais camps où l'on apprenait à se vêtir pour que les caméras de la police ne puissent pas identifier les visages. Comment neutraliser les barrières lacrymogènes? Comment se déplacer en formation? Comment bloquer les routes? Comment provoquer la police? Eh bien, pour apparaître à l'image comme des victimes. Les documents des enquêtes en Oregon et à Atlanta sont publics. Lisez-les, je n'ai rien inventé. Troisièmement, il y a un système de primes. Pour un épisode réussi, pour une action où un policier a été blessé, une vitrine brisée, une voiture de patrouille incendiée, tout cela ce sont des épisodes réussis. Des primes étaient inversées. Comment? Sur un compte bancaire? En crypto-monnaie? En espèces? Ça dépendait. C'est dans les documents de l'affaire Atlanta Rico. L'affaire Atlanta Rico, ça s'appelle. C'est dans les documents d'ailleurs concernant Cop City. Cela ressort dans une douzaine d'affaires plus petites. D'où vient l'argent? Je donne ici mon estimation, car les preuves viendront plus tard. Il y a déjà des infos qui circulent, mais on ne sait pas exactement, tu vois. Voici la chaîne. Au sommet, il y a plusieurs fonds avec des noms connus. Là, il y a Soros et sa Open Society. Des filiales. Ils financent publiquement ce qu'ils financent depuis longtemps. Mais il y a aussi un niveau en dessous. Des structures liées à des associations d'amitié avec la Chine, à des sociétés écrans de Hong Kong, à des Américains d'origine chinoise, à des citoyens formellement irréprochables par les mains desquels sont passés d'importants versements. Il y a un troisième niveau où l'on voit déjà des intérêts qui dépassent, disons-le ainsi, même la politique intérieure américaine, et les relations entre l'Amérique et la Chine. Il y a des raisons de penser que le réseau globaliste et les intérêts de Pékin, du moins à ce niveau, sont alliés. Chacun y trouve son avantage, bien sûr, n'est-ce pas? Les globalistes veulent briser l'indépendance américaine, qui constitue un obstacle à leur projet supranational. Pékin cherche à affaiblir son principal rival géopolitique, ce qui est logique. Nous tentons de l'en empêcher, mais c'est compréhensible, non? D'autres membres pourraient aussi être dans cette alliance. Les islamistes ont leurs propres objectifs en Europe et au Moyen-Orient. C'est encore une question ouverte, mais elle n'est pas dénuée de sens. Et là, je dirais ceci. Il s'agit très probablement non pas des sunnites, mais des chiites. Bien qu'il puisse aussi y avoir, disons, certains chiites ou sunnites qui ont, pour ainsi dire, des tendances wahhabites, n'est-ce pas? D'ailleurs, si je comprends bien ce mot wahhabite, il correspond au mot géorgien vashkar, Katz. Ce qui ne veut pas dire Katz-vache, n'est-ce pas? Nit votre Katz, mais c'est un seul mot vache-Katz, c'est-à-dire héros, combattant, héros. Je comprends que vous avez l'impression que je vous raconte une théorie du complot, mais le problème c'est que ce n'est plus une théorie, il y a des documents financiers et des affaires judiciaires. Et la question principale, évidemment, c'est pourquoi? Voilà, je vois deux versions, peut-être que quelqu'un en verra d'autres. La première, c'est de diviser. De toute façon, pour que les États de l'intérieur, enfin pas New York, pas la Californie, pas ceux qui sont sur les côtes, mais les États de l'intérieur, oui, là où les gens ne se sont pas laissés manipuler. Eh bien, ils ont moins, par exemple, de diplômes universitaires par habitant, donc il y a moins de formatage idéologique. Parce que dès que tu as un diplôme d'études supérieures, cela signifie tout de suite qu'on a dépensé beaucoup plus d'argent et d'efforts pour te transformer en cette personne-là. Je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Ces états où il n'est pas très facile de leur laver le cerveau, il y a donc l'idée qu'ils se séparent ou disons qu'ils soient poussés dehors. Oui, ainsi on pourra amener la moitié progressiste restante à une conclusion contrôlée.
La moitié du pays au lieu du pays tout entier pour le projet globaliste, ce n'est pas une catastrophe, c'est même plus pratique. La deuxième option est de provoquer une révolte et de l'étouffer, sans la laisser mûrir jusqu'à la séparation. C'est-à-dire saisir l'occasion d'une flambée pour obtenir un soi-disant prétexte légitime à l'introduction de mesures d'urgence, réprimer les leaders, briser l'opposition, et ensuite, après ce choc, orienter tout le pays dans la direction voulue par ceux qui financent tout cela. Parce que, voyez-vous, il faut regarder d'où vient l'argent et où il va. Je ne sais pas laquelle de ces deux versions est la principale, la correcte, ou peut-être les deux en même temps, comme deux scénarios pour des issues différentes. D'ailleurs, ce n'est pas un cas unique. Les Gardes rouges et Mao, c'était en 1966, 1967. Officiellement, c'était un mouvement de jeunesse spontané. Vous croyez vraiment que c'était un mouvement spontané ? En réalité, il s'agissait d'un financement centralisé et organisé, d'une arme formée contre l'appareil du parti qui gênait Mao et le groupe qui était avec lui. La réquisition des denrées de 1918 à 1921 en Russie était officiellement une aide des paysans au prolétariat. Il faut bien aider les nôtres, n'est-ce pas ? C'était en fait une opération pour briser la paysannerie comme classe, avec un objectif différent. Technologia. La méthode est étonnamment similaire. Trouver des jeunes, idéologiquement motivés, naïfs, vides, enfin pas vraiment naïfs, mais plutôt sans expérience, sans compréhension. Leur fournir armes, slogans, argent, puis les lancer à l'attaque. Ce que nous avons vécu en Amérique ces 10 dernières années n'est pas unique. C'est un scénario très ancien avec quelques différences cosmétiques à chaque fois qu'il est appliqué. Mais le navire a commencé à changer de cap. Il a commencé à changer de cap, non pas parce que le plan de ceux qui s'en occupent a échoué, mais parce qu'il y a eu dans le pays un tiers, à peu près un tiers, peut-être un peu plus, qui a dit « ça suffit pour aujourd'hui, c'est tout ». Eh bien, nous l'appelons le mouvement MAGA au sens large, comme un phénomène culturel, pas partisan, pas autour d'une seule personne, mais autour du sentiment de basta. Ce tiers suffit pour arrêter, mais pas pour mener le retournement jusqu'au bout. En novembre auront lieu les élections de mi-mandat. Selon tous les manuels de sciences politiques, l'administration qui a remporté la Maison-Blanche perd des sièges au Congrès 2 ans après sa victoire. C'est en quelque sorte une règle. Elle fonctionne presque toujours. Au cours des 50 dernières années, soit 25 élections, cela n'a été différent que 2 fois. Dans tous les autres cas, l'administration perdait des sièges. Voici la tâche. Ne pas laisser cette règle s'appliquer. Conserver en novembre ce qui a été obtenu il y a 2 ans, pour que le navire continue de tourner et ne s'arrête pas au milieu de la manœuvre. C'est la position la plus dangereuse pour le navire, si vous comprenez. Ensuite, 2 ans de plus, jusqu'à la fin de 2028. Pendant ces 2 années, il ne faut pas seulement tenir, il faut réussir à consolider. Dans les lois, tribunaux, décisions de personnel, doctrines militaires, programmes scolaires des États et statuts des entreprises. Consolider à tel point que la prochaine administration, quelle qu'elle soit, ne puisse pas tout annuler d'un simple coup de stylo. Et un point à part. Ceux qui finançaient en ces opérations ne sont allés nulle part. Ils ont toujours l'argent, les réseaux sont toujours là, et les gens aussi. Et ils vont, ce n'est pas une possibilité, ils vont essayer encore, et encore, et encore. Très probablement sous un nouveau slogan. Là-bas, peut-être un nouveau virus, peut-être une urgence climatique. Peut-être une sorte de crise internationale qui exigera l'unité, et ils inventeront là-bas des raisons spéciales pour cela. Et le plan est le même, provoquer, briser, détourner. Vous, nous devons nous souvenir de tout cela, et ne pas nous détendre simplement parce que le navire fait demi-tour. Le navire a tourné et les timoniers dans la cale ne sont allés nulle part. Ils se sont simplement éloignés de la barre pour un temps, et ils attendent tant le moment où ils pourront à nouveau s'en emparer, reprendre la barre. Il y a 10 ans. Ce que je vous ai dit aujourd'hui, personne ne l'aurait écouté. Il y a 8 ans, on m'aurait insulté et banni. Il y a 5 ans, la chaîne aurait été fermée. Et aujourd'hui, nous en parlons calmement, avec des chiffres et des noms, en disant que le pays s'est réveillé. Et quand le pays se réveille, eh bien, il se réveille vraiment. C'est une expression étrange. Quand le pays se réveille, il se réveille. Mais c'est vrai, l'armée a bouclé le recrutement, c'est-à-dire qu'elle a fini. Les entreprises recomptent et choisissent cette pride-là. Les parents, le pays, retirent les enfants des écoles qui mentent. Les entreprises reconstruisent à nouveau. Le gars à Volovamy rouvre encore une fois l'application de recrutement et se voit lui-même. Voilà ce qu'est l'Amérique 250. Ce n'est pas une parade, c'est un retour à ce qui a été établi en 1776. Souviens-toi de cela, 1776. Le droit d'être soi-même.
C'est écrit comme ça. Le droit d'être soi-même, le droit de ne pas mentir, le droit de ne pas faire à autrui ce que tu détestes toi-même, et inversement. Le droit de ne pas permettre à quelqu'un d'autre de te faire cela. Le navire vire, il faut continuer à tenir, tourner sur cette ligne et aller là où il faut, revenir en arrière, ne pas se fatiguer et en novembre venir voter. Si aujourd'hui il était important d'entendre ce que j'ai dit, abonnez-vous, appuyez sur ce bouton. C'est ce que dit l'algorithme. Continuez, continuez, activez la cloche. Les mardis et vendredis, c'est une autre chaîne appelée Feuille de route vers la liberté, où se trouvent les racines. La discussion d'aujourd'hui portait globalement sur les branches et le sommet. Et les racines, elles sont là-bas. Le lien sera dans la description. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À bientôt.